Donc Donald Monté, je suis chercheur junior en physique fondamentale à l'école polytechnique de Paris et enseignant dans cette même école. Mon corps a 13 milliards d'années. Pour le dire, je regarde la caméra, il faut le vouloir si vous voulez faire une thèse. Si ton encadreur de thèse savait ce qu'il fallait faire, il ne te paierait pas pour le faire. Tu peux me donner n'importe quelle technologie que tu connais. Je suis quasiment sûr qu'il pourrait te prouver que ça part d'une recherche fondamentale. S'il n'y a pas des surdoués ou des extraterrestres, moi j'ai des étudiants à l'école polytechnique. Ils sont tous intelligents bien sûr, mais il n'y a pas l'impression. On a pris 10 Einstein, on a mis ça, tu vois ce qu'il veut dire. Ce n'est pas parce que les pays sont riches qu'ils ont investi dans la recherche fondamentale. C'est cet investissement-là qui les a permis de devenir. Bonjour chers auditeurs, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ensemble pour un nouvel épisode sur Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié des jeunes de la diaspora. Comme tu le sais, ici on parle de divers sujets d'ordre scolaire, professionnel et même culturel. Bref, de tous les sujets qui nous concernent, nous jeunes qui avons fait le courageux choix de quitter nos pays d'origine pour nous installer en Occident afin pour la plupart de vouloir réussir. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant sur la chaîne, à partager, à commenter, à regarder nos anciennes publications. On a plus de 60 thèmes qui sont déjà traités, disponibles sur la chaîne. Et on espère qu'ensemble, on va toujours plus grandir pour vous délivrer, n'est-ce pas, l'information stratégique. Je vais commencer par te poser une question qui est très simple, normalement en théorie. Quel âge as-tu? 24 ans. Non, c'est pas ce que tu as dit sur LinkedIn. Ah, Est-ce que tu comprends maintenant? Ok, là maintenant je comprends. Je te dis la question était très simple. Laisse-moi maintenant prendre. Non, justement, c'est pas que tu as dit c'est simple. Ah, maintenant tu prends la casquette de. Ok, je prends la casquette du scientifique. Ok, je dirais que mon corps a 13 milliards d'années. Mais si tu veux ma conscience, mon esprit, on va dire comme ça, 24 ans. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va faire un petit épisode spécial avec quelqu'un de spécial. Quand on te demande quel âge tu as, tu dis que tu as 13 milliards d'années, tu comprends qu'on n'est pas déjà du même côté. Mais voilà, j'ai regardé un petit peu, j'ai un peu stalké notre invité avant de commencer le podcast. Vous pouvez le retrouver sur LinkedIn où il est très 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 actif. Moi je le vois comme étant un grand théoricien, mais je vais lui laisser l'espace pour se présenter avec ses propres termes. Bonjour Donald. Bonjour Alf. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Bien sûr. Alors, donc Donald Monté. Donc pour le moment je suis chercheur junior, je préfère me présenter comme ça. Plus communément, on va dire doctorant. Donc en physique fondamentale et à l'école polytechnique de Paris et depuis peu également enseignant dans cette même école. Voilà, donc en dehors de ça, j'ai une chaîne YouTube, je pense qu'on en parlera plus tard. Mais tu peux déjà donner le nom, hein, non? Ouais, tu donc peux faire ta publicité. Disons, ok, donc la chaîne YouTube s'appelle AfriShape. Donc, on parle surtout en ce moment beaucoup plus de bourses d'études à l'étranger, donc ce sont des opportunités comme ça. Et aussi parfois des interviews, un peu comme ce qu'on est en train de faire, plus centrées sur l'orientation académique et professionnelle des invités, afin que les jeunes qui viennent d'avoir le bac là puissent avoir quelques repères. Voilà. Ok, donc pour promouvoir l'excellence académique, comme tu aimes si bien le dire. Tout à fait. Autre question, du coup, à t'entendre, donc je pense que les auditeurs commencent à capter que tu es plus dans un domaine très scientifique, très porté sur la technique. Ouais. Si tu n'avais pas fait de sciences dans ta vie, qu'est-ce que tu aurais fait? Ah, bonne question. En fait, je n'y ai jamais pensé. Voilà, tellement pour toi, ça s'est fait de manière naturelle, oui. Ouais. Mes premières aspirations ont toujours été tournées vers les sciences. Donc, sciences dures, hein. C'est vrai qu'à l'époque, comme la plupart des gens, je voulais être... Il y a le classique astronaute, astrophysicien. Bon, astrophysicien, quand même, j'ai porté cet objectif longtemps. Mais pour des raisons qu'on pourra en parler plus tard, si tu veux, je suis pas allé vers cette voie-là. Mais voilà, aujourd'hui, je suis toujours dans le domaine de la physique. Donc, c'est à peu près pareil, quoi. Donc, pour toi... Mais si je t'écoute, si tu n'avais pas fait physique, no way, il n'y avait rien. Non. Ça a toujours été pour moi très naturel. Ok. Voilà. Bon, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu as fait pour arriver en France un peu rapidement? Donc, j'ai mon bac au Cameroun. Oui. Voilà. Et après, je voulais faire des concours comme beaucoup de gens. Après, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que ce n'était pas forcément ce qui était fait pour moi.
c'est aussi une des motivations pour avoir créé ma chaîne. On va en parler, l'orientation. Mais voilà, il fait concours, je vais entrer à Polytechnique Yaoundé. Parce qu'on se disait, ok, si tu es parmi les meilleurs en terminale, tu fais terminale C, etc., etc., tu es très bon en mathématiques, physique, si tu ne vas pas là-bas, voilà. Et je vais faire ça, je n'ai pas eu le concours d'entrée à Polytechnique Yaoundé. Après ça, j'ai eu plutôt 2 autres concours. C'était le concours de l'école normale supérieure en physique et de l'école nationale supérieure travaux publics pour une formation d'ingénieur. Donc, j'ai suivi les 2 cursus, mais pour aller très très vite. En 2023, voilà, je récapitule ma situation. Je suis en master à l'université, en physique. Donc, je suis en dernière année à l'école normale supérieure et également en dernière année à l'école de travaux publics. Voilà. Et bon, comme je suis un peu les 2 en même temps, je pense que la physique a pris le dessus à un moment donné. Et j'ai postulé à une bourse d'études. C'est la bourse IDEX de l'Université Paris-Saclay. J'ai eu cette bourse-là. Et avec cette bourse-là, je suis arrivé en France pour faire un Master 2 en physique quantique, que j'ai terminé à 1 an. Et maintenant, j'ai commencé ma thèse, là, je suis en 2e année. Voilà. Ok. Suivre déjà 2 parcours en parallèle, c'est pas évident. En plus, je comprends qu'il y a un qui a pris le dessus à un moment donné, parce que travaux, tu étais filière génie civil, c'est ça? Ou architecture. Et de l'autre côté, physique, voilà, l'école. Donc, il y en a un qui a pris le pas. Ouais, justement, les 2 ne communiquaient pas forcément. Mais au départ, j'avais un projet. C'est-à-dire, je n'avais pas pour projet d'aller à l'étranger, déjà. Je m'étais fait un plan pour rester au Cameroun. C'était, je suis à l'école normale. À la fin de mes études, voilà, je serais fonctionnaire, affecté quelque part, j'ai mon salaire. Donc, en attendant, à côté de ça, à l'école de travaux publics, j'ai mes marchés, j'ai mes projets. Et j'allie les 2, je me fais ma belle vie au pays. Voilà. C'est ça le projet, tu vois. Le projet, c'était ça. C'est pour ça que j'ai suivi les 2 cursus. C'était le cas d'allier les 2, en fait, et pouvoir vivre des 2. D'accord, ok. Mais du coup, la bourse est venue chambouler tes... Ouais, justement, la bourse est venue chambouler parce qu'au Cameroun, je ne me voyais pas faire une thèse au Cameroun pour certaines raisons. Quand j'ai évolué, je me suis dit vraiment, je veux aller loin dans la physique, je veux faire une thèse en physique. Je me suis dit, ok, si c'est au Cameroun, je ne la ferai pas parce que pour moi, ce ne serait pas dans les meilleures conditions. D'accord. On fait ça comme ça. Du coup, comme le désir de faire la thèse était plus fort que le premier plan, j'ai donc tout plaqué. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé. Ok. Et c'est quoi le pas entre du coup Saclay et Polytechnique? Le pas, il est assez simple. C'est une fois que j'ai le Master 2, maintenant je devais postuler les offres de thèse. C'est vraiment des offres, un peu comme des offres d'emploi. Il y a une fiche de poste, on va dire, avec les qualificatifs et les objectifs à faire durant la thèse. Et donc, en fonction de ton profil et de ce que tu cherches, tu postules à des offres. Donc, du coup, je suis tombé sur une offre pour une thèse dans le laboratoire de l'école Polytechnique Paris. C'est une offre qui m'intéressait. Mais il y avait un peu des amis qui disaient, c'est l'école Polytechnique, est-ce que ma chaîne, c'est une école d'élite et tout. Peut-être qu'ils sont trop regardables. Moi, je me suis dit, bon, j'ai vu l'offre, c'est ça que je vais faire. Ouais. J'ai postulé, on a fait des entretiens. C'est vraiment qu'on a pris une embauche, on fait des entretiens et tout pour être sûr que tu matches avec ce qu'on recherche. Et après, ils m'ont dit que, ok, on a interviewé des gens, mais c'est toi qu'on a décidé de prendre, quoi, pour venir travailler avec nous. C'est comme ça que je me suis retrouvé là. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux du coup nous présenter un petit peu c'est quoi l'objet de ta thèse? Ouais. Et de manière simple. De manière simple. Si possible. Je vais éviter de... Non, mais si possible, parce que c'est pas forcément... Ouais, en fait, justement, le truc, c'est en fonction de l'auditoire, vraiment, j'essaie d'adapter mon discours. Donc, c'est aussi là qu'on voit la maîtrise du sujet de quelqu'un. Hein. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, si je parlais à des experts de mon domaine, c'est pas l'audience, c'est l'âge. Je utilisais des mots comme optique non linéaire ou bien résonateur plasmonique. Je vais parler là-dedans. Je suppose que je m'adresse à un public large, qui a voilà, un peu tous les bords. Donc, je vais dire que j'ai fait une thèse en photonique. Je vais expliquer ce que c'est. Donc, c'est la science qui étudie la lumière. Voilà. Ça, c'est très simple, c'est la photonique. Donc, on va étudier la lumière, ses propriétés et comment est-ce que la lumière interagit avec la matière. Donc, je vais prendre un exemple, parce qu'avec les exemples, c'est parfois plus simple de comprendre. Je prends un exemple d'interaction lumière-matière. Là, on est en train d'enregistrer une vidéo. Après, vous allez faire le montage, mettre en ligne sur les serveurs. Et cette vidéo pourrait être vue de partout dans le monde entier grâce à Internet qui, de manière intercontinentale, va communiquer grâce à des fibres optiques. Oui.
Et donc, ces jusque-là, on te suit. Jusque-là, on me Normalement, avec le niveau que vous avez sur la chaîne, jusque-là, vous le suivez. Ok. Donc, ces fibres optiques, dont je ne vais pas expliquer tout le fonctionnement d'une fibre optique, mais si on a pu réaliser ce genre d'objet qui peut transmettre une information très vite à la vitesse de la lumière, sans perte du signal, parce que même intuitivement, on peut imaginer que si tu es là à côté de moi, je parle, tu m'écoutes, c'est simple, mais si tu étais là à la gare, tu ne m'écouterais pas. Donc, on peut comprendre intuitivement que plus on est loin, plus il y aura d'absorption. Le signal peut être absorbé, il peut être réfléchi, voilà. Il peut être altéré et ne pas arriver au destinataire. Donc, il y avait ce défi technologique-là, et c'est parce qu'on a compris comment est-ce que on a compris que la lumière peut se propager dans certains matériaux, des matériaux dont la fibre optique est faite finalement. Donc, pas n'importe quel matériau, pas avec n'importe quelle propriété. Donc, en comprenant comment est-ce que les deux interagissent, on va dire, on a pu choisir le bon matériau pour faire les fibres optiques. On a pu choisir la bonne lumière, quelle fréquence, etc. Bref, pour que dans la fibre optique, en fait, ce sont des signaux lumineux qui se propagent. C'est vraiment de la lumière qu'on envoie dans les signaux. Donc, l'information que tu envoies sous forme lumineuse, et ça peut se propager, comme c'est de la lumière, ça va à la vitesse de la lumière. C'est ce qui est le plus rapide dans l'univers. Et le matériau est fait de sorte qu'il n'y a pas de perte en chemin, même si ça parcourt des milliers, voire des millions de kilomètres. Le signal arrive en moins d'une seconde sur ton téléphone et avec une bonne qualité. C'est un exemple. Donc, si on n'avait pas compris comment les deux interagissent, ça aurait été impossible. Ok. Et du coup, là, ça fait combien de temps que tu es en thèse, là, déjà? Ça fait 1 an. Donc là, je commence la 2e année. Là, tu commences la 2e année. C'est 3 ans, 3 ans. C'est 3 ans, généralement. Ok. Je suppose que tu fais des articles, des papiers, Tu as déjà commencé à écrire? Ouais, pour le moment, un article qu'on est en train d'écrire, on va le soumettre d'ici peu. Voilà. Bon, cet article-là, je ne suis pas premier auteur, mais je suis en train de réfléchir à un article que je vais écrire. Avec de la chance cette année, je pense que ça sortira. D'accord, ok. C'est intéressant de te voir passer ici aujourd'hui parce que tu nous rappelles qu'il y a déjà presque 1 an et demi, 2 ans, il y a un étudiant de l'X qui est passé sur cette chaîne, Randy Zebazé, qui nous parlait un petit peu de sa thèse et du fait que c'était le parcours du combattant. Est-ce que tu aurais cette même grille de lecture de vraiment quelqu'un qui va en thèse, il faut vraiment aimer. Tout à fait. Pour le dire, je regarde la caméra, il faut le vouloir si vous voulez faire une thèse. Il faut le vouloir. C'est-à-dire c'est tout ce qu'il y a de plus de guillemets, insécurité, incertitude. Tu dois t'adapter à un environnement très exigeant et être capable de mener ce projet-là de bout en bout sur 3 ans. Ouais, c'est très exigeant. Moi, je ne vais pas venir en disant non. Non, mais c'est de l'honnêteté qu'on attend. Ouais. Donc, il faut vraiment vouloir faire une thèse avant d'y aller. Voilà. Si vous ne ressentez pas vraiment le besoin de le faire, c'est mieux peut-être de ne pas le faire. Ok. Et l'aspect un peu s'accrocher, enfin, il y a des moments tu as parlé d'incertitude. L'incertitude, ça vient d'où? Tu doutes de toi, tu doutes de ton sujet, bien sûr, de la direction. Tu vas douter de toi d'abord. Ça arrive forcément à un moment donné. Parce que quand tu fais une thèse, si ton encadreur de thèse savait ce qu'il fallait faire, il ne te paierait pas pour le faire. Tu vois, il ne te recruterait pas pour faire ce travail s'il savait exactement ce qu'il faut faire pour arriver à résoudre le problème que tu es censé résoudre. Donc, ça veut dire que c'est un chemin inconnu. Tu es à la frontière entre ce qui est connu et ce qui n'est pas connu. Et il y a un côté grisant où tu te dis que ok, ce que je suis en train de faire, personne ne l'a jamais fait. Ce que je suis en train de voir, personne ne l'a jamais vu. Mais il y a aussi un côté où si la direction où tu veux aller ou ce que tu veux montrer, les premiers résultats que tu obtiens ne vont pas dans cette direction-là, forcément, tu te dis, bon, peut-être tu peux te dire, voilà déjà 6 mois de thèse, voilà 1 an, voilà 2 ans. J'ai encore rien trouvé. Dans 1 an, il faut que je soutienne. Qu'est-ce qu'il veut soutenir, etc. Forcément, je te poser les questions, tu vois. Et c'est cette partie-là qui est difficile à vivre. Donc, dans une thèse, il y a toujours les hauts et les bas comme ça. Toujours les hauts et les bas. Il y a un moment où tu es très bas et après, dès que tu vas discuter avec d'autres, ils vont te dire que non, la thèse, c'est comme ça, ce n'est jamais linéaire et tout. Voilà. Et quand tu auras aussi quelques résultats prometteurs, ça va vraiment te rassurer que ok, ça avance. Ok, donc, d'accord. Mais à aucun moment, toi, tu t'es dit je vais abandonner? Non. Non, ça non.
J'ai eu des moments down où tu vas douter. Oui, bien sûr, tu es un peu... tu veux prendre des vacances, mais je ne me suis pas dit, qu'est-ce que j'ai fait même là? Il faut que j'arrête ça. Qu'est-ce qui m'a pris? Je ne peux pas encore aller chercher un poste dans une entreprise qui fait dans les ordinateurs quantiques ou qui a une sorte de technologie très poussée. Je peux aller travailler là-bas comme ingénieur, mais non, c'est pas encore passé là. Toi, c'était vraiment l'exploration qui t'intéressait. Justement, il faut, pour moi, pour ceux qui sont passionnés par le domaine, ça peut être intéressant de vivre ça au moins une fois dans la vie, ces 3 ans-là, d'aller au fond d'une thématique et voilà. Et on acquiert aussi plusieurs compétences quand on fait une thèse, au-delà de l'expertise dans un domaine. Pour moi, évoluer dans tel environnement sont vraiment des qualités qui peuvent servir même après. D'accord, ok. Et après, justement, en parlant du après, qu'est-ce que tu as prévu de faire après? Alors, pour le moment, on va dire, j'observe encore, mais il y a 2 voies. La première voie, c'est d'aller dans la R&D, donc recherche et développement dans des entreprises qui se font dans mon domaine. Il y en a tellement. Tu vois, la photonique, c'est un peu tout ça. Tu vois, la lumière qui est là, c'est la lumière partout, les lasers. Il y a beaucoup d'applications. Il y a tellement d'applications en ce qui concerne manipuler la lumière ou les propriétés de la lumière. Donc tu ne seras pas perdu. Exactement. Il y a plein d'entreprises qui font là-dedans où je pourrais aller chercher l'emploi. Ou bien, ça c'est l'une des voies. Ou alors rester dans le domaine académique et évoluer vers un post-doctorat. Donc, c'est le premier poste qu'on fait lorsqu'on finit sa thèse. Et après, voilà, ça c'est un poste de chercheur, purement, pour continuer à faire la recherche. Ou alors uniquement de l'enseignement, ça dépend. Ok, et toi, qu'est-ce qui te chauffe là actuellement, si je te dis à chaud? Je sais que tu n'y as pas réfléchi, mais... Ouais, j'ai pas encore réfléchi. Si je devais te dire la voie, celle que j'ai toujours voulu, c'était de continuer. Mais si je dois continuer la recherche, je ne sais pas si je vouloir la faire en France. Il y a une volonté de retour et je me demandais si je m'engage dans la recherche, actuellement je sens que me dit si je vais là-dedans, c'est pour faire toute ma carrière à l'étranger. Parce que c'est un parcours, tu ne vas pas commencer 10 ans et après tu vas tout laisser. Donc si tu t'engages dans la recherche, c'est pour aller jusqu'au bout en fait. Ça va dans les 15-20 ans, tu vas être un directeur de laboratoire ou directeur de recherche accompli, on va dire. Donc cette partie-là m'effraie un peu. C'est pour ça que je réfléchis de plus en plus à peut-être aller juste dans une entreprise. Mais pourquoi ça t'effraie? Parce que si je le fais, à un moment donné, il va falloir que je vais devoir rentrer au Cameroun. Donc, pour moi, c'est le projet. Et si je dois rentrer au Cameroun, je ne suis pas sûr que je pourrais rendre efficace toutes ces années-là de recherche. Ce sera vraiment efficace. Si je pourrais les rendre efficaces à l'instant où je rentre. Mais justement, parlons-en. Tu me donnes la meilleure opportunité pour faire une transition justement sur l'apport de ta thèse potentielle que ça pourrait avoir au Cameroun, typiquement, ou un autre pays d'Afrique. Toi, aujourd'hui, comment tu le verrais, la conciliation de tes travaux, de ton esprit à apporter? Qu'est-ce que tu peux apporter aujourd'hui ou demain en Afrique? Et dans quelle timeline, en fait? Est-ce que c'est là un retour sur 10 ans, sur 15 ans? Pourquoi? Pour faire quoi? Ouais. Si c'est par rapport à mes travaux de manière spécifique, c'est à long terme. C'est vraiment de la recherche. Moi, je fais particulièrement de la recherche fondamentale. C'est ce qui m'a le plus attiré. Je me suis orienté vers une recherche très appliquée, comme par exemple sur le photovoltaïque. C'est toujours la lumière, une façon de lumière matière, pour transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique. Mais ce n'est pas ce qui me branchait forcément. Donc ça peut avoir des applications beaucoup plus à court terme. On peut développer de nouveaux matériaux pour les cellules solaires qui ont un meilleur rendement, etc. Mais ma thèse sera plus à long terme sur le domaine médical, par exemple, parce que le domaine de la photonie dans lequel je travaille a beaucoup de promesses dans ce domaine-là, parce que je travaille avec certaines ondes qui permettent de sonder les organes beaucoup plus en profondeur que les rayons X qui sont utilisés pour les scanners actuellement. Et donc, par exemple, avec ça, vu que ça va plus profondément dans un organe ou dans un tissu, ça veut dire qu'on peut détecter une tumeur ou quelque chose beaucoup plus vite. Mais tu vois, justement, ce genre de choses, est-ce que, en Occident, ça s'entend, mais est-ce qu'on est prêt aujourd'hui pour ça chez nous? Ça, c'est une très bonne question. Pour moi, c'est quelque chose qui se décide. Ça entre dans la politique de développement d'un pays. En Occident, ils sont prêts, entre guillemets, parce qu'ils ont décidé à un moment donné d'investir là-dedans, de mettre des ressources pour développer de la recherche et favoriser l'innovation. Tu peux me donner n'importe quelle technologie que tu connais et c'est quasiment sûr que je pourrais te prouver que ça part d'une recherche fondamentale avec laquelle on a fait un transfert technologique sur le marché, simplement.
Et la plus simple au moins aujourd'hui sera la plus simple parce que c'est à la mode, sera l'IA. Mais on a presque tous, on va dire, découvert l'IA en 2022, je crois, avec ChatGPT, mais 10 ans, 15 ans plus tard, il y avait des chercheurs qui étaient en train d'écrire des articles pour construire tout l'écosystème qui a abouti à ces nouveaux modèles de langage, là, à ces IA là aujourd'hui. Si on n'avait pas investi dans ces recherches-là, qui en ce moment-là, personne n'entendait parler à part les chercheurs du domaine en intelligence artificielle, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu l'IA. Ce n'est pas sorti comme ça. Maintenant, une fois que le produit est là, ce qui se passe, c'est que une fois que la recherche fondamentale a créé une innovation, ça va maintenant dans le domaine, on fait un transfert technologique. En ce moment-là, des ingénieurs vont maintenant se charger de beaucoup plus la partie optimisation. C'est-à-dire le concept marche, ça a été inventé. Maintenant, il faut optimiser, améliorer le rendement, améliorer l'efficacité, la puissance de calcul. C'est pour ça que tu vas avoir ChatGPT 2, 3, 4, 5, etc. Mais ce qui est venu au cœur de ça, ça part toujours des laboratoires. Et en ce moment-là, il n'y avait aucune certitude que ça allait donner ce que ça donne aujourd'hui. Pourtant, l'IA est en train de changer complètement comment le monde fonctionne. Et comme tu peux me proposer une autre technologie, ce sera toujours pareil. En gros. Ok, je comprends quand même dans ton discours que tu dis que l'impulsion doit venir de la politique gouvernementale. Toi, est-ce que tu veux jouer un rôle dedans ou tu veux vraiment rester à un niveau juste technocrate? Non, pas du tout. Nous sommes en train de créer une association, ça a été fait, de la diaspora philistine du Cameroun. Bon, elle est déjà créée, l'association est déjà créée, on l'a déjà déclaré et tout. C'est une association qui a pour but premièrement, on va former un réseau international des philistins camerounais, parce qu'il y en a qui travaillent non seulement dans la recherche, mais aussi beaucoup qui sont dans des entreprises, etc., technologiques à travers le monde, qui ont beaucoup de valeur, qui peuvent apporter beaucoup de valeur au Cameroun. Et la deuxième partie, ce sera beaucoup plus tourné vers les étudiants au Cameroun pour améliorer, on va dire, entre guillemets, aider à améliorer la formation, présenter les opportunités, organiser les événements pour rapprocher un peu le public de la science. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas une communication entre... Et c'est ça le problème. Moi, je ne vais pas reprocher les politiques de ne pas investir dans la recherche, parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est, beaucoup ne savent pas à quoi ça peut servir, justement sur le plan pratique, à quoi ça peut servir. Donc, il faut faire un pont. Tu vois, ici en France, il y a beaucoup de trucs de vulgarisation de la science. On fait des séminaires grand public où des prix Nobel vont venir parler de leurs travaux à une personne lambda, entre guillemets, qui n'a pas un bagage scientifique. Et c'est là qu'il va comprendre qu'en fait, mon ordinateur que j'utilise, on a pu créer ça parce qu'il y a 100 ans, en 1920, etc., quelques groupes d'Européens voulaient comprendre comment la lumière, la matière fait pour émettre la lumière, comprendre comment l'atome fonctionne. Ils ont créé la physique quantique. Après, grâce à cette physique quantique, on a pu créer les semi-conducteurs, on a pu créer les transistors, on a pu créer l'ordinateur. Et tous les composants électroniques aujourd'hui, dans lesquels il y a des milliards de transistors, ça ne peut fonctionner que parce qu'on a pu comprendre la physique quantique, en fait. Donc, cette histoire-là, si on ne la relate pas, on va toujours penser que c'est très déconnecté. Donc, le but de l'assaut, vraiment, c'est d'organiser des séminaires grand public. On peut parler de physique. Et si un jour, peut-être, l'étudiant qui est là aujourd'hui, en sciences, en droit, qui va écouter, va dire, ah, je vois, donc, tel pays développé parce qu'ils ont pu, etc. Demain, quand il sera ministre de je ne sais quoi, il pourra te dire, on devrait peut-être investir dans cette histoire parce que dans 50 ans, on pourrait être leader sur une nouvelle technologie si on le fait. C'est à peu près ça. Ok, donc créer susciter ce petit truc-là chez les gens, c'est vraiment ça qui va permettre d'amasser un plus grand nombre de personnes qui va comprendre pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important, pourquoi il faut y investir. De s'y intéresser. Y investir financièrement, humainement aussi. Humainement aussi. Parce que moi, je pars du principe, ce n'est pas la recherche, ce n'est pas parce que les pays sont riches qu'ils ont investi dans la recherche fondamentale. Non. C'est cet investissement-là qui les a permis de devenir riches. Ça, c'est ma conviction. Ok. Savais-tu qu'en tant qu'étudiant, tu peux bénéficier d'une aide de l'État allant jusqu'à 1 000 € tout simplement en faisant une demande, ou encore que tu peux recevoir jusqu'à 250 € de subvention pour aller en vacances? Eh bien, il existe énormément d'aides, de bons plans et d'astuces auxquels beaucoup d'étudiants étrangers passent à côté. Et cela juste par manque d'informations. C'est pour résoudre ce problème que l'équipe Au-delà des frontières vous propose un e-book exclusif. 50 aides, bons plans et astuces pour les étudiants étrangers en France. Dans ce guide, nous avons fait un travail de recherche pour récolter jusqu'à 50 ressources
incontournables qui pourront t'aider dans différents aspects de ta vie étudiante. Que ce soit les logements, les bourses académiques, l'alimentation, les transports, des aides financières et bien plus encore. C'est le guide ultime que moi personnellement j'aurais aimé avoir dès mon arrivée en France. Et tu as la chance de l'avoir à ta disposition. Tu peux le télécharger facilement et rapidement en cliquant juste sur le lien dans la description. Et surtout, fais-en bon usage. Toi, qu'est-ce que tu penses du niveau académique, la différence de niveau académique que tu as pu observer entre le Cameroun et la France? Est-ce que tu jugerais qu'on est en retard? Mon point de vue, en termes de niveau académique, pour moi, ça va. Faut pas. Moi, je suis bien en quelqu'un France. qui nous écoute là aujourd'hui, qui est au Cameroun, qui est en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, est-ce que lui, il n'a pas à rougir de se dire, moi, je peux venir faire de la recherche ici, ou de la science appliquée Non, pas du tout. S'il n'y a pas des sudoués ou des extraterrestres, moi, j'ai des étudiants à l'école polytechnique. Ils sont pas. Je sais pas. Ils sont tous intelligents, bien sûr, mais. Il n'y a pas l'impression d'être parmi. Là, on a pris 10 Einstein, on a mis ça, tu vois ce qu'il veut dire. C'est intéressant. Ce sont des étudiants, comme des étudiants en fait. Il y a un certain. Enfin, c'est une école quand même d'élite, c'est la meilleure école du pays. Et toi, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu reconnais la force, mais par contre, tu dis qu'il y a un QAT qui est au Cameroun qui peut déboîter tout le monde qui est là-bas. Mais bien sûr, mais toute catégorie là-dessus. Au Cameroun, on a une très bonne formation en termes de contenu des enseignements. Le problème, c'est que là, je n'ai pas bien dans la critique du système, tu vois, mais tel que c'est fait, il y a des étudiants qui peuvent avoir de bonnes notes, mais avec rien dans la tête. Ça, c'est une question du système. Mais celui qui va se focaliser sur le contenu qu'il a, il va le comprendre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis venu en France directement faire un Master 2. Un des masters dans la première université de France, à l'université de Paris-Saclay. Ça ne m'a pas empêché de briller, d'avoir de très bons résultats. Quand je suis allé faire une thèse à l'école polytechnique, je venais du Cameroun directement, je n'ai pas fait mes études supérieures ici. Donc, c'est pour celui qui se concentre, vraiment, il y a plein d'histoires comme ça, non. Tu y vas. Il y a l'école normale supérieure de Paris, c'est la première école en France en termes de cerveau, autant au-dessus de l'X. L'X, c'est le côté vraiment ingénieur, l'école normale, c'est le côté vraiment, on va dire, les têtes, les prix Nobel, etc. Mais il y a une étudiante qui était à l'école normale supérieure de Yaoundé, qui a eu la bourse pour entrer à l'ENS cette année. C'est une bourse, une sélection internationale pour entrer à l'ENS Paris. Et on l'a prise. Elle vient du Cameroun. Donc, comme pour dire que nos cerveaux sont bien faits chez nous. Bien sûr. On n'a plus qu'à venir conquérir. Et tout à fait. Si possible, et c'est même très souhaitable, de venir distiller cette connaissance chez nous. C'est exactement l'objectif. Ok, et justement, en parlant de distiller la connaissance, je m'offre moi-même le pont pour la transition par rapport à l'excellence académique que tu prônes avec Africa Shape sur YouTube. Ça fait déjà 1 an que tu es installé, tu interviews des personnes comme tu es passé de l'autre côté aujourd'hui. C'est ça. Pour présenter un petit peu l'excellence académique, d'où cet attrait-là te vient et pourquoi tu fais ça et tu aimerais amener le truc jusqu'à quelle hauteur? Alors, l'idée de la chaîne est surtout venue au départ de ce qu'après mon baccalauréat, comme je t'ai dit, j'ai fait face à un problème d'orientation. Moi, je voulais entrer à Polytechnique, comme je l'ai dit au début. Mais si tu me disais pour quelle raison, je ne pense pas que c'était pour les bonnes raisons. C'était parce qu'on disait que si tu es fort, il faut partir là-bas. Mais si tu me disais pourquoi tu veux être ingénieur, en quoi exactement, je ne pouvais pas te dire concrètement. Si tu me demandais c'est quoi le métier d'un ingénieur, en quoi consiste son travail, je n'aurais pas pu te dire un ingénieur est chargé de faire ci, ça. Mais je voulais aller là-bas. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a un problème d'orientation sur les études. Pourquoi est-ce qu'il faut choisir une formation plutôt qu'une autre? Pourquoi il faut s'orienter vers un parcours plutôt qu'un autre parcours? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on dénigrait beaucoup l'université. C'est-à-dire, l'université, non. Si tu vas là-bas, tu as raté ta vie. Il faut tout faire sauf l'université. Tu vois, mon professeur m'avait dit ça, j'étais en première, je crois. Il m'a dit, Monté, tout ce que tu fais, tu as les bonnes notes là. Si après le bac, tu n'as pas un concours, tout ça, c'est zéro. C'est que tu as raté ta vie. C'était brutal, mais... de manière cash, tu t'imagines dans la tête d'un enfant, c'est très brutal. Or, l'université, pour moi, tu as une licence académique à l'université de Yaoundé 1, par exemple, au Cameroun. Même si tu vas à Harvard, tu vas où? Tu as la licence et tu vas t'inscrire en master. Tu vois ce que je veux dire. Nulle part, on va dire non, ta licence là, c'est comme ça.
Et tu as tellement peu d'ouverture que quelqu'un qui est dans une école déjà spécialisée. Ça, c'est un conseil qui est pas de mon expérience. Donc, en invitant les gens... L'université de Yaoundé 1 est reconnue. Est-ce qu'elle est reconnue à l'international? C'est pas reconnu, genre, tu vas demander à quelqu'un à New York, tu connais l'université, il va dire que oui, je la connais. Tu veux dire sur le bagage de l'individu quand il sort de là? Je parle du diplôme en tant qu'université d'État. D'accord. Juste ça. Donc, on va faire une licence, université de Yaoundé 1, université d'État, on sait que tu as la licence. C'est-à-dire, internationalement, personne ne va douter que tu as une licence ou pas. Pourtant, si tu as fait une école quelque part là, privée ou une école, on peut te dire... Est-ce qu'on est sûr que les acquis, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Voilà. C'est dans ce sens-là. Il y a beaucoup plus d'opportunités aussi. Donc, en invitant maintenant des personnes qui ont eu des parcours, parfois en zigzag, parfois linéaires, et en partageant sur pourquoi est-ce qu'ils ont choisi tel parcours après le bac, quel était leur état d'esprit, est-ce que ça s'est passé comme ils souhaitaient ou pas. Ça permet à celui-là qui vient d'avoir le bac de ne pas juste suivre le conseil d'un tonton qui peut-être n'a pas fait cette étude supérieure là, mais qui va te dire, je te dis, demain là, c'est telle filière qui est bien, va faire telle filière. Il y a parfois des gens comme ça, un enfant le bac, il y a un tonton là, un oncle qui va dire, va faire, bon, il n'y a pas envie de dire le nom d'une filière, c'est ça qu'il dit, mais va faire telle filière, c'est bien. Pour qu'il n'a aucune compétence pour coacher, entre guillemets, voilà, pour conseiller un élève sur une filière ou une autre. Il n'a pas une connaissance du monde, du milieu académique, mais ils le font. Parfois, ils se déroutent et c'est dommage. Donc, le but, c'est vraiment de... Mais aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi la clé pour bien orienter quelqu'un? Vraiment, la clé, on va dire, pour bien orienter quelqu'un, c'est... Il faut s'intéresser à... Premièrement, on va dire, c'est cliché, mais ce que la personne a envie de faire, il faut une partie qui vient de la personne. Tu aimerais faire quoi? Première chose. Après, ok, maintenant, il faut prendre en compte ton contexte. Tu es dans quel contexte? Est-ce que tu pourras faire ça là où tu te trouves? Si c'est non, dans ce cas, il faut voir, est-ce que tu es prêt à faire autre chose ou alors tu es prêt à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire travailler dur pour avoir par exemple une bourse d'études qui te permettra d'aller faire ce que tu aimes ailleurs où ce sera valorisé. Voilà, si c'est oui, dans ce cas, vas-y. Si c'est non, ok, dans ce cas, il faut que tu fasses autre chose. Donc pour moi, il faut prendre en compte ce que la personne veut, il faut prendre en compte le contexte. On va voir les deux points principaux pour orienter vraiment quelqu'un. En fait, tu vois qu'aujourd'hui, le sujet de l'orientation, c'est quand même un très, très gros sujet. Même en France, hein, c'est pas que chez nous. Je pense que c'est assez clé pour la vie des individus. Et je pense que ce que moi, j'aime toujours souligner, on avait fait une vidéo là-dessus sur la chaîne. On avait conclu en disant que il n'y a pas de honte à se réorienter, il n'y a pas de honte à comprendre que voilà, je ne suis pas peut-être allé dans la filière que je devais faire au départ. Et on le voit aujourd'hui avec toi, tu rêvais sans comprendre ton rêve d'être ingénieur. Finalement, au final, tu es en train de nous tenir un discours. Tu nous dis aujourd'hui, moi je fais de la science fondamentale où vous les ingénieurs, vous allez construire les ponts pour l'application derrière dans la vraie vie. Et c'est toi, ce niveau d'abstraction-là qui te va. Pour une autre personne, ça va être un truc beaucoup plus pratico-pratique. Je vais travailler dans le photovoltaïque, je vais travailler dans le nucléaire, je vais travailler dans l'aéronautique. Exactement. Et c'est important de se connaître et de savoir que, en fait, moi, voilà ce qui me correspond. Exactement. Et il faut connaître les ponts. C'est aussi ça. Comme tu l'as dit, les changements de carrière. Il y en a qui pensent qu'une fois qu'ils ont fait Bac plus 1, Bac plus 2, par exemple en physique, ils sont condamnés à être enseignants de physique. C'est tué, comme on dit souvent. C'est tué, c'est mort, c'est-à-dire ça cuit. Non. C'est pas du tout ça. Je peux parler de la physique. C'est l'une des filières où tu peux faire tout ce que tu veux, partant de là. J'ai des amis avec qui on a eu la licence en physique fondamentale en plus. D'autres, peut-être sont arrivés en France, l'une est allée faire data science. Il a fait un stage à BNP, je pense. Elle a de la data, c'est parti. Il a de l'informatique, tout ça. Il y en a un autre qui est arrivé, tu as la bourse, il a fait un master en physique application. Après, il a fait un master de ingénierie nucléaire, ou du travail l'ingénieur nucléaire dans une boîte ici en France. Tu peux faire vraiment, tu peux serpenter comme tu veux, tu peux aller vraiment dans plusieurs choses. Il faut que les gens prennent conscience de tous ces, tu vois. Tu n'es pas condamné à faire la recherche si ce n'est pas ce que tu souhaites. Voilà. Donc si tu as fait la physique au Cameroun, que faire? Parce que tu as échoué tous les concours possibles, imaginables, et que tu te retrouves à l'université là-dedans. Ce n'est pas fini pour toi. Que ça n'a pas été ta première passion, ce n'est pas fini pour toi. Avec une bonne licence,
tu peux encore faire tout ce que tu veux. Il faut que les gens aient conscience de ça. Non, Donald, je te remercie pour l'échange. Mais avant de te laisser, je te torture encore un peu. Au début, je t'ai posé des questions. Je t'ai dit, mais à part la physique, tu veux faire quoi? Tu m'as dit, non, c'est seulement la physique. Non, ça veut dire que toi, ne pouvais pas te retrouver, je sais pas moi, dans la finance. Je sais pas moi, tu as parlé des sociétés. Au début, tu disais que non, tu voulais lancer tes business à partir des travaux et tout. Bien sûr, non. Je peux avoir une activité entrepreneuriale. C'est déjà arrivé, mais déjà, je suis salarié dans la finance. Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... La finance, c'est un domaine qui me passionne, comprendre, c'est une stratégie au niveau des entreprises, tout ça. Mais c'est pas que je veux travailler là, ça va être mon métier. D'accord. Je peux l'utiliser, je peux vraiment apprendre ça par hobby. Ça peut être un hobby pendant un temps pour me cultiver. Mais non, déjà, c'est mon métier. Non, c'est bon. Après, c'était un exemple. Non, on comprend vraiment jusqu'à la fin de la vidéo que c'était la physique ou rien. Non, c'était la physique. Ok. Bon, je termine quand même sur une autre question. Est-ce que tu peux me citer 3 personnes vivantes ou décédées avec qui tu aimerais avoir une discussion lors d'un dîner? Ah, ça c'est intéressant. Alors, je commencerai peut-être par Paul Dirac. Peut-être ça on te dit hier, mais... Non, ça me dit rien. C'est un physicien, voilà. Celui qui a découvert l'antimatière. Pas que détail, mais en gros, c'est une personne... C'est un esprit très brillant. On va dire qu'il avait une façon de penser bien à lui. Il lui faisait un peu la physique avec la beauté. Je vais expliquer. En physique, il y a une notion très phare au sein des théories physiques qui est la notion de symétrie. Et c'est vraiment la symétrie comme quelqu'un qu'on comprend. Symétrique et tout. Et en physique, on aime bien que nos équations soient symétriques. Ça permet de simplifier les problèmes. Et donc lui, parfois quand lui établissait cette théorie, il se disait, ok, il te dit non, cette théorie ne peut pas être complète parce qu'elle n'est pas belle. La formule n'est pas belle parce que la formule n'est pas symétrique par rapport à telle variable et tout. Et c'est ça qui le guidait à aboutir à une formule, au final synthétique. Quand tu vois, la formule te plaît, je ne sais pas comment il va expliquer ça, et qui a permis, et il a prédit l'existence de l'antimatière. Grâce à cette formule-là qu'il a trouvée, quelques temps plus tard, on a détecté l'antimatière expérimentalement au laboratoire. Donc il avait sa manière bien à lui de faire. Et c'est un personnage un peu. Il y a beaucoup d'anecdotes sur lui, mais bon. Donc tu aimerais il y a Paul Dirac, j'aimerais me sauver lui. Certainement aussi Albert Einstein, parce que c'est un peu un classique. Lui, il a. Non, tu n'as pas besoin d'expliquer. Bon, c'est trop de... Non, il faut pas. Non, parce que quand même, non, je pense qu'on est quand même sur une chaîne où les. Voilà. À un moment donné, je veux commencer à chasser les abonnés s'ils ne comprennent pas un certain nombre de choses. Non. Ok, donc il y a Albert Einstein. Et c'est là une personne vivante. Que j'aimerais rencontrer. Une personne vivante. Et toi, tu veux seulement les vieux qui sont partis depuis pour vraiment, parce boire le savoir. Moi, j'aimerais vivre au XXe siècle. J'aurais aimé au XXe siècle, mais bon. Une personne vivante, allez. Celui que je voulais rencontrer, je l'ai rencontré. C'est Étienne Klein, c'est un scientifique français. Il est vivant. En dehors, mais je te donne un bonus. Mais tu vas nous dire que, mince, un peu une petite, il y a rien. Non, mais je déconne. Je comprends ce que à tu part veux dire. le domaine des sciences. À part le domaine des sciences? Oui. Ouais. Pas le domaine des sciences. Voyons voir. Pas le domaine des sciences. Non, là, j'ai réussi à te mettre en difficulté. Tu m'as mis KO. Peut-être je suis trop dans la science. Non, mais... En termes de modèle, peut-être une personne que j'admire qui n'est pas domaine de la science. Vraiment. Là, tout de suite, j'ai personne qui me vient à l'esprit. Peut-être après, ça a fait ça. Mais là, tout de suite, pas vraiment. Ok, bon, on va s'arrêter quand même sur les trois noms que tu as donnés. Et je te remercie pour l'échange qu'on a pu avoir ensemble. Je vous remercie pour nous avoir écoutés. Moi, je pense que c'était un très bon épisode et c'est important de... C'est vrai qu'on n'a pas... sur la chaîne, on est beaucoup centré application, comme tu le dis, ingénieur, finance, avocat, machin, tout ça. Donc, je trouve que c'est important de mettre en lumière aussi la voie de la recherche pour que vous sachiez que ça existe. Vous pouvez vous y engouffrer et pourquoi ne pas trouver votre bonheur. Donc, c'était Au-delà des frontières et à très bientôt pour une nouvelle exploration. Bye. Bye.